Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Beaucoup d'enthousiasme, toujours la même intro mais toujours de l'excitation. Et aujourd'hui, deux invités pour le prix d'un. Toujours pas d'argent, je le rappelle. Comment ça va Manon? Comment ça va Augustin? Très bien. Super bien ce matin. Je me suis demandé si t'allais la laisser répondre. Galanterie quand même, on est d'accord? Je fais attention à pas parler en même temps. Après, peut-être que parfois je répondrai en premier quand même. Non mais allez-y, y a pas de souci. Le but c'est que c'est une conversation. Si vous devez vous interrompre, vous engueuler, plaisir. Ça tombe bien. Alors ça c'est la parenthèse, mais ça va puer des pieds car nous sommes en chaussettes. Donc voilà, en vidéo pour le plaisir. Première question toute simple les amis. Qu'est-ce que vous avez monté? Qui veut répondre? Eh ben allez, je me lance. On a monté une asso qui s'appelle Latitude en 2017. On l'a créée en sortie d'études d'ingénieur. Et on est aujourd'hui 14 salariés et 500 bénévoles à agir au sein de cette asso. Et cet asso œuvre pour? C'est une asso qui œuvre autour du numérique responsable. Alors ça peut paraître un peu Mais être un qu'est-ce gros que mot le comme ça. numérique responsable? Mais l'idée c'est que en fait dans le numérique, dans la tech en général, on a pas mal d'impact sur la société et sur le modèle de société qu'on construit. Et nous ce qu'on se dit c'est qu'on peut essayer de réfléchir à faire en sorte que le numérique il nous emmène dans le sens positif de la société qu'on a envie de voir advenir. Et donc penser un peu toutes les externalités du numérique et la responsabilité qu'on a en tant que personne qui travaille dans ce secteur-là. Comme tout entrepreneur, tout ça vient d'un pain, d'un problème que vous avez rencontré. On va en parler juste après. Avant ça, pour mieux rentrer dans vos têtes à chacun, vous venez de quel milieu? Et je continue avec notre cher Manon qui avait la parole. Ouais, bon, déjà on va le trahir pour personne. On a sensiblement le même âge. Et justement, moi je suis assez impressionné de voir des gens avant la trentaine qui entreprennent. Qui plus est dans l'associatif, donc on va en parler. Mais la question est hyper large. C'était quoi l'entrepreneuriat quand tu avais 15 ans? Pour toi, Manon, par exemple, tu as 15-18 ans. Et qu'est-ce que tu as fait avant de de créer Latitude? Alors ça c'est intéressant parce que pour moi l'entrepreneuriat à 15 ans c'était des grands méchants patrons. Enfin vraiment je visualisais comme ça. Ok. J'étais assez engagée dans des milieux de gauche et pour moi l'entreprise c'était un peu Le le mal, capitalisme. voilà, Quoi. le Ok. capital. Et je pense avoir pas mal changé d'avis là-dessus, notamment en arrivant en école d'ingénieur, où finalement on se rend compte que l'entreprise c'est aussi juste une façon d'agir pour la société dans le sens qu'on veut, et après on a une responsabilité là-dedans parce que on peut faire des entreprises très bien, des entreprises beaucoup moins bien, et il y a tout un spectre possible. C'est un moyen, tu dirais, plus qu'une finalité Ouais, et versus ce le que fait tu voyais avant. d'entreprendre, c'est vraiment un moyen de juste agir sur le monde qui nous entoure, et on peut le faire de plein de façons différentes. Donc souvent après on voit qu'on a entrepris sous forme associative par exemple, mais finalement la question de base c'est entreprendre, c'est essayer juste d'avoir un impact sur le monde autour de nous. Et moi j'ai un peu justement changé un peu d'avis sur cette vision là de l'entreprise. Moins péjorative. Ouais, carrément. Ou alors tu ne t'aimes pas beaucoup. Mais, ouais. Je continue. Non, mais j'ai vraiment changé de vision entre quelque chose qui me paraissait très loin, très éloigné de moi, ce que j'avais envie de défendre, des actions qu'on peut avoir au quotidien juste en tant que citoyen. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste quelque chose dans lequel on peut se lancer et dont on peut faire partie. Et que finalement, ouais, c'est ça, c'est juste un moyen pour... Dans tout ça, là, je décèle un truc. T'es activiste plus qu'entrepreneur? Ou à l'époque, tu te considérais plus activiste qu'entrepreneur? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. En fait, en tant qu'entrepreneur, ouais, on est un peu activiste dans le sens où entreprendre, c'est juste agir et créer quelque chose qui va impacter les gens autour de nous, quoi qu'il arrive. Et donc, derrière, on peut le faire avec un message ou pas, mais en général, il y a quand même une vision de la société qu'on défend derrière un projet. Et du coup, moi, je le vois vachement comme ça, dans le sens où, ouais, on est en train d'agir... Après, avec l'attitude, on a un positionnement qui parfois est pas militant dans le sens toujours extrême ou radical, et pour autant, dans le message qu'on porte, il est super militant parce que on défend une vision de la tech qui est pas anodine, quoi, qui essaye d'être singulière et d'être quand même assez tournée dans l'action aussi. Donc ouais, le mot activiste, moi j'aime bien. Mais alors, on est d'accord, cher Augustin? Sur le mot activiste? Ouais. Tu te sens activiste, toi? Ou tu te sentais à l'époque? T'avais ces causes que tu portais dans ton cœur, À dans 15 tes ans tripes?
Ouais, 15-18 Parce ans. que là, bah, il y a plein de questions différentes d'un coup. non, mais est-ce que t'avais un peu déjà ce même visu à 15-18 ans comme Manon de. Ouais, moi aussi, hein, je le voyais très mauvais, enfin de manière mauvaise, le gars avec sa mallette qui allait serrer des mains, et à travers ses mains, c'était des euros et des euros, tu vois. Mais je parle d'entrepreneur là. Est-ce que t'avais ce visu-là de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais aussi des causes qui te portaient à cœur à ce moment-là? Alors, non à la première question. Moi, je viens d'une famille avec des parents ingénieurs dans des grandes entreprises, notamment dans l'industrie automobile à l'époque, quand j'avais 15 ans, et les télécoms. Ok. Donc, j'avais une vision de l'entreprise plus grand groupe, un peu, on va dire, l'entrepreneur capitaine d'industrie qui produit voilà, des outils, services pour la société. Et j'avais pas spécialement d'ouverture sur, on va dire, la responsabilité de ces entreprises-là. C'est bien plus tard que c'est arrivé, notamment à travers ma rencontre avec Manon en école, où on est devenus hyper potes, et voilà, on s'est beaucoup questionné aussi ensemble, et je pense que l'engagement de Manon m'a aidé à me questionner moi-même sur comment je percevais ces organisations, et prendre conscience qu'effectivement c'était plus un outil qui n'était pas neutre du tout, mais qui peut avoir des impacts positifs, des impacts négatifs, et qu'il fallait le faire un peu en conscience et de manière réfléchie pour que ce soit effectivement des impacts positifs. Après, le mot activiste, en ce moment, il est quand même pas mal utilisé par rapport à tous les activistes climat, notamment, et donc je me revendiquerai pas activiste dans le sens où ils font des choses que j'ai jamais faites aujourd'hui et que je trouve hyper utiles, et j'aurais du mal à prendre ce mot parce que je trouve qu'il leur correspond plus, et j'ai pas du tout un engagement aussi fort où ils peuvent presque se mettre en danger, donc j'aurais du mal à me l'approprier. Mais effectivement, avec l'attitude, on essaie d'avoir un discours, un positionnement qui détonne dans le monde de la tech pour aller questionner cet écosystème-là. Et en ça, on a un positionnement radical au sens aller à la racine des problèmes qu'on essaie de traiter, notamment à travers l'éducation. Justement, c'est parfait. Est-ce que tu es obligé d'être radical pour faire bouger les choses? Est-ce que tu peux faire bouger les choses de manière plus smooth? Ou est-ce que justement, faut qu'il y ait cet électrochoc pour qu'il y ait un mouvement qui se crée? Si j'enchaîne, je dirais que... Maintenant, tu peux l'interrompre quand Ouais. tu veux. Hein. N'hésite pas. Non, mais je pense qu'il allait dire quelque chose de très bien, donc je te laisse sur ta racine du mot. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de... Qu'est-ce qu'on met derrière radical? Qu'est-ce que ça veut dire radical pour nous? Oui, pareil, c'est un mot qui a aussi sa signification du Larousse et la signification que tu utilises au quotidien. Pour répondre à ta question... Alors, donne-moi l'étymologie, s'il te plaît. Radical, c'est aller à la racine. C'était une blague à la base. Non, mais c'est aller à la racine. Et donc, Ok. quand on parle d'un positionnement radical, c'est comment est-ce que tu vas, pour une asso, comment tu vas à la racine du problème que tu essaies de traiter. Pour donner un exemple, je prends un exemple qui n'est pas dans notre sujet, sur le gaspillage alimentaire. Est-ce que tu vas aider à le gaspillage, faire en sorte qu'en fait, avec des solutions comme Phoenix, Too Good To Go, on essaie de trouver des solutions de sortie pour qu'on gaspille moins, ou est-ce que tu vas à la racine du problème où en fait il n'y a pas de gaspillage parce qu'on produit et la chaîne de distribution génère pas de gaspillage. Et Ok. après, voilà, ces organisations cherchent aussi sûrement à agir à la racine. En tout cas, c'est un peu ça la différence. C'est comment est-ce que tu vas à la racine des problèmes auxquels tu veux répondre. Et sur du ça, coup, on est obligé d'aller à la racine des problèmes, Eh parce ben- que Too Good To Go ou Phoenix ont un impact énorme. Énorme. Effectivement, c'est pour ça, pour répondre à ta question, pour moi, il y a plein de manières d'agir qui sont vachement complémentaires les unes des autres. Tu peux pas que aller agir à la racine parce que tu as aussi besoin de répondre concrètement à des problèmes qui sont là et qui nécessitent une réaction immédiate. Et pour autant, quand tu veux créer une société qui prend mieux en compte les enjeux sociaux environnementaux que tu veux traiter, tu es un peu obligé de se dire comment est-ce que par nature on crée un modèle qui est plus aligné avec cette vision-là. Et c'est en ça que nous on se considère comme radicaux, c'est qu'on essaie de se dire comment est-ce qu'on crée les conditions pour qu'une technologie plus engagée, plus responsable voit le jour. Moi, j'aurais dit que notre façon d'être radicaux, c'est aussi de s'attaquer à l'éducation. Et c'est un thème qui te tient à cœur. Et nous, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Et ça reste la trame de fond, un peu l'historique de l'asso. Notre spécificité aussi, c'est que on fait le choix d'essayer d'aller parler de numérique responsable le plus tôt possible dans l'éducation, en se disant que c'est là justement la racine des choses, et que c'est là qu'on va peut-être pouvoir façonner des façons de réfléchir, un regard critique, qui vont ensuite faire des citoyens et des professionnels du numérique
peut-être plus éclairé, ou en tout cas avec un regard plus critique sur les choses. Et je pense que c'est notre façon d'être radicaux, c'est de dire, bah voilà, ça se joue dès le plus tôt possible, et il faut y aller, quoi. Ok, Ouais, donc peut-être Après, sur le message qu'on porte, on essaye jamais, enfin, on n'a vraiment jamais un message tranché ou moralisateur de dire, bah, ça c'est bien, ça c'est mal, par exemple. C'est des choses que tu n'entendras jamais dans nos discours. ce qu'on pourrait connoter radical, en fait. Et voilà, et c'est pour ça que ça dépend un peu de la définition qu'on donne au mot radical. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt redonner du sens critique à toutes les personnes qui évoluent autour de ce sujet du numérique. Et si tu vois nos actions, nos jeux de cartes, par exemple, ce qui est génial, c'est qu'ils génèrent du débat, de la réflexion. On se demande un peu, et moi, qu'est-ce que j'en pense? Comment je me positionne par rapport à ce sujet de la diversité, de l'inclusion, de la sobriété dans le numérique. Ok. Et du coup, ça correspond peut-être pas à la définition qu'on aurait de radical, genre borné ou fermé, donc voilà. Mais par contre, radical dans le sens... par contre, il faut que tout le monde en soit conscient et que voilà, qu'on avance ensemble dans cette direction-là, quoi. Je sens que tu C'est vas un peu- rebondir. Ouais, c'est juste pour donner un exemple concret parce que notamment voilà, Manon le disait, on a des jeux de cartes où on anime dans les classes, notamment au collège, et le but c'est vraiment de faire réagir un peu en partant du vécu des élèves, et notamment un des exemples c'est qu'on les questionne sur leur temps d'écran par exemple. En fait, on leur demande de regarder leur temps d'écran et de discuter entre eux, non pas à dire c'est bien c'est mal comme dit Manon, mais vous en pensez quoi finalement du temps que vous passez derrière les écrans, et est-ce que vous voulez Tu fais agir stimuler dessus une ou pas. réflexion, Ouais, quoi. c'est ça. Ok. Pour non pas que les choses soient là et qu'on se pose pas de questions, mais qu'on se dise tiens, j'en pense quoi et qu'est-ce qui me fait réagir par rapport à cette info-là. On a fait... En fait, vous faites le sommaire de ce podcast. On va parler, bon, mine de rien, on va parler d'argent quand même dans tout ça. On va parler d'éducation, on va parler d'impact, on va parler de tech. Bref, que des sujets qui vont intéresser nos auditeurs. Du coup, ma première question, enfin la question que je vais vous poser, Latitude a été créée il y a combien de temps? Et vous êtes combien? Et on va rentrer après dans le financement. Mais déjà, nous peindre un petit peu... ouais, et puis quel impact vous avez eu? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Qu'est-ce que vous foutez? Alors ça, c'est une vaste question, mais je vais peut-être Très commencer vaste. par le début de ta question qui était un peu plus simple. Latitude, ça a été créé il y a 7 ans, quand nous, donc on était étudiants et étudiantes en école d'ingé. Au début, on était tous bénévoles, et aujourd'hui, on est 14 salariés dans l'asso, Mhm. avec 500 bénévoles qui sont actifs un peu partout en France pour mener une bonne partie de nos actions. Ok. Et ce qu'on fait, c'est que on essaye d'aller parler en fait toucher toutes les personnes qui gravitent un peu autour du numérique. Donc ça représente beaucoup de gens. Des vieux pour- comme des jeunes, quoi. Ouais, c'est ça. Tous les âges. On fait du collège jusqu'au monde de l'entreprise, pour à la fois sensibiliser et aider à agir sur ces questions de numérique responsable. Donc sensibiliser, ça va passer par des jeux, par des ateliers, par des choses assez ludiques. Et puis Mhm. après, aider à agir, ça va passer par des projets très concrets où des personnes qui en fait ont des compétences tech vont pouvoir les mettre au service, par exemple d'associations ou de projets en open data sur lesquels leurs compétences vont être utiles pour avoir un impact positif. Donc on essaye de toucher assez largement en termes de public, on va dire, Mhm. et aussi en termes d'action qu'on propose, de la sensibilisation à l'action qui va prendre vraiment plusieurs heures, jours dans une année, quoi. Ok. Donc tu disais jeux de cartes, des interventions, et aussi de la formation. Ouais. Du coup, là, on rentre dans la question un peu plus Non, mais difficile de- j'essaye de Ok, voir, mais... voilà. Mais ce qu'on fait, ça se structure en fait autour de différents programmes qui ont chacun bien Ne leur... fais pas bouger ce Quoi micro. Ouais, je sais, t'as fait le temps. C'est pour ça que j'essaie de le stabiliser. Non, t'inquiète. Voilà, et ça se structure autour de différents programmes qui ont chacun leur façon d'agir. Et donc, ceux qui sont les plus connus aujourd'hui, c'est nos jeux de cartes qui vont prendre la forme d'ateliers qu'on réalise dans collège, lycée, en école, université et en entreprise. Mhm. Donc ça, ça c'est- s'appelle Future of Tech, la bataille de la tech et la bataille de l'IA. Ouais. Et ensuite, on a d'autres programmes qui, là, vont plutôt permettre de mettre ces compétences à disposition, ou en tout cas les utiliser pour avoir un impact positif, et qui s'appelle notamment l'Open Data University, et 1 heure pour changer le monde, qui est un programme d'engagement plus court, où on peut donner seulement 1 heure pour aider une asso À changer sur un le sujet numérique. Ouais. monde. Une petite Exactement. ambition. Exactement. Juste sur comprendre un petit peu, vous le vendez le jeu de cartes? Comment ça se passe? Comment vous l'avez conçu? Est-ce que c'est votre premier produit, un peu le produit phare? Il est présent dès le début dans l'ADN du projet. Après, on a créé effectivement les jeux de cartes il y a 1 an. On a Ok. été pas mal inspiré par la réussite aussi
de structures comme la fresque du climat ou la fresque du numérique qui ont en tout cas trouvé un moyen de sensibiliser largement à un sujet. Et on s'est beaucoup inspiré d'eux pour justement diffuser ces jeux de cartes, c'est-à-dire que 3 fois par an, on a une formation accessible gratuitement pour toutes les personnes qui veulent se former à animer ce jeu de cartes dans des établissements, des entreprises, près de Qui chez eux. deviennent vos bénévoles ou pas? Exactement, qui Ok. deviennent nos bénévoles. Et donc cette formation, elle s'étale sur un mois, c'est une quinzaine d'heures, on va introduire les bénévoles à la question du numérique responsable et à la facilitation d'un atelier en pédagogie active. Donc pédagogie active, pardon, ça veut dire que Tu participes. c'est pas des ateliers descendants, c'est que le but c'est surtout de faire parler les gens entre eux. C'est pas de la théorie, ok. Voilà. C'est qu'une réflexion. En fait, les une cartes amènent de réflexion. la théorie, des infos, des faits, Mhm. et c'est plus un support pour créer la discussion entre les gens. Ok. Voilà. Et donc, ça nous a permis de former 400 bénévoles en 2023, et on espère en reformer 400 cette année également sur ces ateliers. J'entends tout ce que vous dites, et juste avant, tu as parlé fraises du climat, fraises de l'IA. Pourquoi ne pas rejoindre des assos, Il y a toujours ce truc, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup d'assos, mais en fait il y en a beaucoup trop, il y en a qui meurent, elles n'ont pas de financement. Et d'un autre côté, pourquoi ne pas rejoindre du coup un gros et joindre vos forces? Vous les aimez pas? Non, je rigole. Mais je pense qu'il y a... Non, mais enfin, c'est un vrai sujet, ouais, t'as et raison. je pense que ça rejoint un peu l'entrepreneuriat aussi. Mais ouais, qui est inspiré sur cette question? Bon, il y a plus d'entreprises que d'assos, j'imagine. Ouais. Non, non, bien Non, sûr. mais Mais t'as le même- ce que j'ai entendu, Ouais. je ne sais plus avec qui, je ne sais pas si c'est aussi des Hello Asso, potentiellement notre cher Fred Mazella, non pas de Blablacar, mais de Captain Captain Cause. Cause. Voilà. Et je pense que c'est ça, j'avais cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'assos, enfin il y a un réel besoin là-dessus. Bah, Quoi. c'est certain, ouais, il y a beaucoup de structures qui agissent sur les mêmes thématiques que nous. C'est pour ça que dès le début du projet, une des valeurs centrales de l'asso, c'est le collectif. Et à travers cette valeur, au-delà de la manière dont on s'organise en interne, sur laquelle on pourra revenir après peut-être, Mhm. en externe, ça se traduit par une volonté de se positionner dans un écosystème, de ne pas réinventer la roue et de créer des coopérations avec les autres assos qui travaillent sur les sujets similaires à nous. Ok. Ce qui fait que quand on crée des nouveaux ateliers ou quand on crée des moyens d'engagement, on essaie de ne pas être redondant dans l'idéal avec ce qui existe déjà. Et j'irai plus loin, on essaie de créer des liens avec ces structures-là pour faire en sorte de créer des parcours d'engagement cohérents. C'est-à-dire, une fois que tu as participé à notre atelier de sensibilisation, la bataille de la tech, Tu peux on va te rediriger. recommander d'aller Ok. t'engager pour une asso qui n'est pas forcément l'attitude, parce qu'elle fait sens pour toi. Et donc, en l'occurrence, sur le sujet précis de la fresque du numérique, qui est peut-être l'atelier le plus proche de nous, on adore ce qu'ils font, on adore leur contenu. C'est un atelier qui va permettre de vraiment approfondir la question de l'impact environnemental du numérique, là où chez Latitude, on essaie de sensibiliser au-delà du sujet de l'environnement. C'est un des 6 sujets qu'on aborde dans notre atelier. Ok. Les autres sujets, c'est la diversité, l'accessibilité, le respect de l'humain. Donc c'est tout l'impact du numérique sur notre santé. Les sujets de citoyenneté. Donc là, c'est l'impact du numérique sur la façon dont on fait société. On va parler de fake news, de modèle économique du numérique, Ah, mais j'avais parlé. de données personnelles, etc. Ok, donc c'est ça la data. Voilà. J'ai l'impression que c'est. Mais en fait, c'est qu'une partie des 6 points pour vous. Exactement. Ok. Et le dernier, c'est l'engagement citoyen. C'est comment est-ce qu'on fait du numérique un atout pour répondre aux défis sociaux et environnementaux. Mais il y a un truc que j'ai compris, en fait, enfin tu l'as un peu dit, c'est quoi? C'est que la vision que vous aviez n'était pas couverte par d'autres assos. Vous Ouais. auriez pas Après, pu je pense- insuffler ça en... Je dis ça Mhm. parce que souvent, pour des personnes, envoyer un mail, contacter les gens sur LinkedIn, même si Manon n'est pas sur LinkedIn. Boomer, non, je rigole. Elle est sur Facebook, c'est pire. Mais... Je qu'est-ce vais que pas je ra- souvent. Putain, je me perds dans mes blagues, c'est horrible. Non, mais ta question, en vrai, elle est Ouais, intéressante. pourquoi pas sur- rejoindre une ouais, structure en place directe qui Qu'est-ce plus est aurait pu vous filer des thunes et être salarié dès le départ. I Ouais, don't je, know. je pense que. Augustin n'a pas non, l'air mais d'accord. en vrai, c'est une bonne question de pourquoi t'entreprends, pourquoi tu vas pas juste rejoindre quelque chose qui existe déjà. Et elle se pose de la même façon quand tu montes une start-up où, en vrai, souvent, il y a déjà quelqu'un plus ou moins sur ton. Bah, il y a segment, la et toi, pas ce que du t'essayes de gain, faire, j'ai l'impression, dans le c'est de dans trouver le une côté différence, quoi. capitalistique. Et de trouver Mhm. un endroit où il y a personne, ou un segment de marché, ou un truc comme ça où il y a personne. Et nous, c'était un peu ça le truc qui nous animait au début, mais sans forcément la question profit, mais plutôt, on avait quand même la sensation de répondre à un problème qui n'était pas adressé. Et je pense qu'il l'était vraiment pas à l'époque. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde aussi sur ce problème. Donc tant mieux, c'est une bonne... Enfin, nous, on voit ça comme une bonne chose. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'au début, nous, notre besoin et notre ressenti en tant que
élève ingénieur, c'était en fait on est formé à faire plein de trucs tech qui sont super impactants, mais on n'est pas du tout formé à comment on a envie de les utiliser, juste en tant que citoyen, en tant que personne qui a une conscience. Et tu trouvais et que voilà. là, côté asso, Et sur ça, on personne était très taclait ce inspirés, problème. ouais, c'est ça. Et on était très Ouais. inspirés par des assos qui étaient plus sur l'engagement citoyen en général. Genre des Tickets for Change par exemple, ou Make Sense étaient vachement inspirants pour nous. Au Mhm. début, et le sont toujours d'ailleurs. Mais ils adressaient pas vraiment les problèmes liés à nous, nos compétences, la tech en tant qu'ingénieur, etc. Et du coup, ça nous paraissait un tout petit peu décorrélé. Enfin, c'est trop cool de faire de l'engagement citoyen, mais nous, on voulait vraiment que ce soit aussi avec nos compétences et enfin, les choses sur lesquelles on était formés, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une quête de liberté dans tout ça? Un truc de se Et dire après, je on pense ne qu'il y veut a pas une être partie... formaté aussi par Après, je pense leurs qu'il y a une années partie de d'expérience. juste avoir envie de lancer quelque chose qui te correspond bien. Et je sais pas si c'est égoïste ou quoi, mais c'est un peu... Ah, il y a en de vrai, quand l'ego tu... chez tous les Ouais, il y a un entrepreneurs. peu d'ego, il y a un peu de créer un projet qui nous ressemble vraiment et qui va pouvoir vraiment incarner nos valeurs, ce que nous on a envie de mettre dedans. Et forcément, t'as pas tout à fait ça quand tu rejoins autre chose. Donc je pense qu'il y avait cette excitation-là aussi. Et il y a toujours aujourd'hui, c'est un peu ce truc de... on est fier d'être qui on est et d'être peut-être un peu différent d'autres, enfin de créer une équipe, un projet dans lequel voilà, ça nous ressemble et il y a un peu de nous dedans. Vous Donc vous je pense qu'il y a sentez une partie de différent ça, des quoi. autres assos? Bon, on cultive aussi notre différence sur un paquet de choses. Mhm. Et ce que disait Augustin, c'est super vrai. Enfin, on a vraiment à cœur, et ça pour le coup, je sais pas si tu le vois dans beaucoup de structures, entreprises, etc., mais de faire des projets en partenariat avec d'autres assos, de partager l'argent sur des projets communs, vraiment de monter un peu des collabs, des coopérations qui... De créer un mouvement en Ouais. fait, plus Ouais, c'est ça. qui Et pour dépasse autant- l'asso quoi. Donc voilà, ça nous tient vraiment à cœur et on le fait beaucoup. Et pour autant, il y a vraiment des moments où on est fiers aussi de cultiver nos petites différences, notre façon de faire, notamment en interne, de prendre des décisions en collectif sur des choses un peu farfelues, de se dire, ouais, on a nos façons de faire et on en est fiers aussi. Et c'est aussi ce qui fait que les gens sont contents de travailler chez Latitude et voilà, et qu'on a une équipe qui, franchement, est une des vraies fiertés de ce projet, quoi. Si je rentre pas la tête la première, je suis vraiment un mauvais Les intervieweur. choses farfelues, c'est la Vas-y. rémunération. Donc, C'est quoi? la rémunération dans les derniers sujets qu'on a. Par Mais vas-y, exemple, mais ouais. raconte, je suis assez curieux, c'est quoi la prise de décision? Comment ça se passe quand on est 14 versus à vos débuts? Ouais. Et c'est quoi du coup les choses farfelues, ouais. Ok. Le processus de décision chez Latitude, sans le détailler, l'idée c'est qu'on essaie vraiment de mettre Vas-y, le. détail. On essaie de. Non, mais en résumé, on essaie de mettre le niveau de décision le plus proche possible de la personne qui est la plus concernée par la décision. Et donc, dans la théorie, le but c'est que chacun se sent à sa bonne place pour prendre toutes les décisions qui le concernent. Donc Euh, avant d'attaquer un problème, vous allez nommer quelqu'un qui est la plus experte sur un sujet? Non, mais ça se fait de manière hyper organique. Et en fait, on a un processus de ce qu'on appelle sollicitation d'avis, Ok. où lorsque tu vas prendre une décision, en fait, tu sollicites les personnes qui soit vont être impactées par la décision, soit qui sont un peu considérées comme expertes de ce sujet-là pour prendre leur avis. Et après, tu prends ta décision. Mais Ok, d'accord. l'idée, c'est vraiment de donner le maximum d'autonomie, mais autonomie, ça veut pas dire je décide tout seul dans mon coin. Ça veut dire je suis capable de mener le chemin de décision qui mène à en fait le fait que j'ai pris les bons avis, je me suis intéressé au sujet, je me suis renseigné et je peux prendre la décision du coup de manière éclairée par rapport à... Mais ça se prend combien de temps une décision? Je sais qu'on rentre un peu dans les détails là. Bah, Mais... en fait là ça dépend de quoi on parle. Sur le processus de rémunération par exemple qui est un des sujets, on a pris une décision en collective sur on va dire, le nouveau processus qu'on a mis en place pour se rémunérer. On était une dizaine de personnes concernées, on va dire 10-12. Là ça a pris 6 mois parce qu'on a vraiment cherché à prendre le temps, impliquer tout le monde, que tout le monde ait voix au chapitre, qu'il y ait le temps de réflexion, là où il y a des décisions qui se prennent dans l'heure, quoi, parce que justement on n'a pas ce processus de validation par une hiérarchie. C'est si tu sens que tu peux prendre cette décision, bah prends-la, et derrière si jamais en fait tu aurais dû prendre plus le temps, on va te le dire, mais par défaut on essaie de pousser à l'action éclairée. En fait, si tu prends une décision qui a d'impact que sur toi ou ta partie de l'organisation, ton programme, tu peux la prendre très rapidement. Genre, est-ce que je peux créer un nouveau canal Slack pour tel ou tel bénévole? Bah
oui, banco, tu sollicites limite les 2 autres personnes qui vont l'animer avec toi, et puis c'est parti. Ok. Si tu dis, est-ce que je peux genre organiser un événement pour que des bénévoles dans 3 villes puissent se retrouver et partager sur leurs expériences, bah là, tu vas peut-être solliciter les personnes qui sont le plus en contact avec des personnes dans ces villes, et vérifier que ça rentre dans la charge de travail de tout le monde, et que organiser cet événement, c'est pas genre passer du temps sur un truc qui est pas prio, par exemple. Ok. Et puis si ces gens-là sont d'accord, bah banco, on y va. Et comme ça, t'as différents niveaux de cercle, en fait, de personnes qui sont concernées. Il y a des choses qui te concernent que toi, et bon, bah tu vas prendre la décision tout seul. Il y a des choses qui concernent 2-3 autres personnes, tu les sollicites elles. Il y a des choses qui vont concerner toute l'organisation, typiquement comment on décide de fixer nos salaires, et là bah on est obligé de solliciter ça tout le intéresse monde. Et voilà, c'est ça. Et ça intéresse vraiment tout le monde, et donc on est obligé de solliciter tout le monde, et donc c'est des processus qui sont un peu plus longs. Mais c'est vraiment intéressant, cette idée de cercle un peu concentrique. Il n'y a pas des limites à ça, dans le sens où j'ai l'impression, pour moi, il y a 2 limites que je vois. C'est la communication en interne, le fait qu'il y ait des Slack ou des events qui se lancent et que tout le monde n'a pas été concerté, donc tout le monde n'est pas forcément au courant. Et la deuxième, c'est aussi de se dire sur des trucs comme 6 mois pour trouver le bon modèle de salaire. Je dis ça, il y a des startups, ils les revoient chaque année, hein, donc je dis pas, je sais pas si c'est long ou pas, mais est-ce qu'on pourrait pas le faire en 3 mois en se disant stop, au bout d'un moment, le temps de réflexion est un peu trop long, et est-ce que, comme dans n'importe quelle structure, c'est un peu horrible à dire, mais il faut des capitaines, 1 ou 2, tu vois. Bon là, je vous regarde, donc je m'adresse à vous, mais est-ce qu'il faut pas un pouvoir décisionnel qui permet d'arrêter la réflexion et de se lancer dans l'action, parce que c'est souvent dans l'action qu'on itère et qu'on apprend. Bah, là, pardon. Vas-y. On donne l'exemple des salaires, ça a duré 6 mois, mais les décisions qui prennent autant de temps, elles se comptent sur les doigts de la main. Enfin, on en a très peu. Okay. Généralement, je pense qu'on a un processus de décision qui est assez rapide. Fluide, plutôt rapide. Ouais, okay. C'est ça. Et tu vises juste la clé de son fonctionnement, c'est la circulation de l'information, pour que les personnes qui prennent une décision non seulement prennent les bons avis en communiquant aux bonnes personnes, et derrière communiquent sur la prise de décision pour que personne se dise « Ah, mais je ne savais pas que cette décision a été prise ». Et donc, c'est un peu les 2 enjeux. Mais sur le délai, ça n'a jamais été un problème. Non, on a su prendre des décisions rapides quand il fallait prendre des décisions rapides. La rémunération, c'était plus que... En vrai, ça fonctionnait bien. On voulait créer quelque chose de nouveau collectivement. Et vu nos charges de travail, on s'est dit ça peut prendre le temps. Et c'était agréable aussi de prendre le temps, parfois, sur certains sujets. Mais c'est intéressant, ton mot de capitaine, et puis tu te tournes vers nous en mode on est les capitaines. Mais en fait, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est que tout le monde puisse se sentir capitaine sur ces sujets, tu vois. Je le vois bien. Et du coup, ça veut pas dire qu'on doit prendre toutes les décisions en collectif tout le temps. Au contraire, et vraiment, on rabâche un peu ce truc-là. On n'est pas du tout en train de prendre des décisions tout le temps collégiales. Vous avez vu le film Yannick ou pas? Mais non, je l'ai pas vu encore, mais j'ai trop envie de le voir. Ouais, parce que j'ai vu avec mon coloc qui s'appelle Yannick en plus. Ah ouais? Donc ça avait une saveur particulière. Bah, tu vois bien, vraiment, il y a quoi en gros, il y a un bateau sans capitaine, elle va pas avancer, hein. Je sais pas comment elle lui dit par rapport à le metteur en scène, et c'est ça à quoi je faisais référence. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais non, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'on peut pas ne pas prendre de décision. Et en plus, on est dans une activité où ça bouge tout le temps, où on a besoin d'être super agile et tout, donc il faut prendre des décisions en fait tout le temps. Enfin, limite, dans ta journée, tu fais que ça, de prendre des décisions. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la décision, elle revienne pas toujours sur les mêmes personnes, mais plutôt que chacun soit capitaine dans son navire à lui, quoi. Non, mais je vois ce que... Et c'est un collectif de navires qui avance c'est une par flotte, moment en silo. On est plus puissant encore. La question est toute... D'où le phare, d'ailleurs. Ouais, mais le phare, il est pas en vidéo. Ils vont juste voir des rayures. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai, en plus, ce qui est clair. Bref, question. Vu que vous avez pas eu de CDI, on est d'accord avant? Non, c'est notre premier taf. On est en CDI, nous. Oui, non, mais vous m'avez compris. Après, avant l'attitude, pas d'expérience pro. Comment vous êtes capable de remettre en question et de revoir tout ce processus de décision quand vous n'avez pas de référentiel? Et ma deuxième question un peu plus poussée dans ça, c'est est-ce que ne pas avoir de référentiel dedans vous aide ou au contraire va vous faire faire des conneries en rencontrant peut-être d'autres assos en vous disant oh putain on n'avait pas du tout vu ça, voilà. Ouais, bah un peu des deux, forcément. J'imagine bien. Elle vient de Normandie. Déjà, ouais, c'est ça. Moi, je suis normande, donc c'est ma réponse préférée. Mais déjà, on n'a pas complètement pas de référentiel dans le sens où on n'a pas travaillé dans des structures avant en tant que vrai taf, mais par contre, on échange à fond avec les gens de notre écosystème, avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres personnes. Donc, en tout cas, on essaye de s'inspirer de ce qui se fait à plein d'endroits, on lit plein de choses. Enfin, il y a plein de façons de s'inspirer autres que
aller travailler quelque part. En écoutant un podcast, par exemple. Par exemple. Just saying. Donc déjà, on a quand même à minima cette expérience-là. Mais Après, ça je veut pense dire qu'il y a que des vous moments où... étiez conscient qu'il fallait pallier au manque d'expérience. Ouais, Ouais, on est curieux aussi de base, quoi. Oui, Après, c'est il y un a- des premiers conseils qu'on nous a donné aussi, au début, vu qu'on était jeunes, de s'entourer. On était dans la filière entrepreneuriat, en fait, à Ok, l'école, et un des premiers à Centrale Supélec. Et un des premiers conseils qu'on nous a donné, Supélec. c'est de créer un board de gens qui vont nous conseiller, justement parce que ça nous aide à gagner des mois d'expérience, en fait, par leurs témoignages et leurs conseils. Et puis après, des fois, c'est cool aussi d'avoir pas de référentiel et du coup de se permettre des choses qu'on se permettrait peut-être pas si on avait un carcan, un truc un peu... Bien sûr, ça un te peu met figé, quoi. des croyances, des pensées limitantes. Et C'est genre, pour ça que je posais ça comme l'exemple le plus marquant sur ça, je pense, c'est les congés illimités qu'on a dans l'équipe et qu'on a mis en place au début, aussi en se disant, franchement, on se fait confiance, on est une petite équipe, ça peut fonctionner. Nous, on n'avait pas du tout envie de tenir des comptes d'apothicaire sur nos congés. Du coup, on l'a fait pour nous et aussi parce que, voilà, on n'avait pas forcément l'idée en tête qu'il fallait forcément suivre ça de façon super rigoureuse, etc. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait super bien. Résultat, personne n'est venu pendant un mois. Et résultat, on a toujours les congés limités aujourd'hui à 15 et je pense qu'on les aura toujours quand on sera Vous savez, en plus, moyenne, c'est quoi la prise et de ouais, congés par on an les suit parce que rien que pour des questions d'assurance, des choses... Mais vous pouvez nous dire ou pas? Et du coup, les gens, ils prennent entre 6 et 10 semaines en moyenne. Ok. Donc c'est assez... Au lieu des voilà. 5, mais... Au lieu des 5, mais après sans les RTT. Donc si tu comptes la plupart des gens qui devraient avoir à peu près 2 semaines de RTT, donc au lieu des 7, entre 6 et 10, on est pas mal, quoi. J'ai ma question qui, évidemment, ma question, vous allez comprendre ma réponse, mais je me suis rendu compte de choses récemment. Mais est-ce que vous estimez que donner un peu plus à des employés, à des équipes, vous le rendre encore plus? Donc, oui. Là, Ouais, leur c'est donner sûr, un petit peu de congés, enfin un petit peu. On le pense pas pour ça, Ouvrir mais, les vannes sur les congés, derrière, ils vous... Non, mais c'est sûr, même nous, en fait. Enfin, on est beaucoup plus engagés et motivés à travailler pour pour un projet où on sait qu'on a confiance en nous, qu'on nous donne beaucoup, dans le quotidien, quoi. On se donne beaucoup entre nous, de célébration, de connivence, plein de trucs qu'on reçoit, en fait, dans le quotidien. Et puis après, il y a les avantages, mais il y a aussi tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on donne et reçoit dans une équipe. Et ça nous donne de l'énergie, de la force pour avancer. En plus, on fait ça pour ça, en vrai. C'est un peu le... Il y avait une vision qui reste comme moteur, de l'entreprise avec un carcan très limité et des règles, et vous vous êtes dit non, nous on veut challenger ça, justement. Forcément, il y a un peu un a priori sur l'entreprise par rapport à nos courtes expériences ou ce qu'on peut en percevoir. Je pense que ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a autant de modèles d'organisation, que ce soit entreprise, acteurs publics, assos, que d'organisation. Et on essaie juste, je pense, nous, ce qui nous a pas mal fait vibrer au début de l'aventure, c'est de se dire comment est-ce qu'on crée des conditions de travail qui nous ressemblent, qui sont alignées avec qui on est. Et en fait, on essaie de faire perdurer ça, malgré le fait que ce soit plus juste nous trois dans le projet. Et on essaie d'intégrer des personnes qui se reconnaissent dans cette vision du travail qu'on porte et l'engagement. Et les fois où ça n'a pas marché, parce que ça ne marche pas toujours, c'est qu'en fait, il n'y avait pas cette adéquation, elle était peut-être pas aussi bonne que ce qu'on pensait quand on a fait le recrutement, par exemple. Tu dis nous trois, j'ai oublié une personne, je pense, en tout cas que je n'ai pas en face de moi. Le fameux Yannick. Le fameux Yannick. Ok, donc c'est ton coloc et il est aussi cofondateur. Okay. Il est parti il y a 1 an. Ok, d'accord. Salam à toi Yannick qui nous écoute, donc du coup de je ne sais d'où dans le monde ou non, il est toujours à Paris. Okay. Et il fait des projets autour de l'art et de la transition écologique. Et il fait du pain maison. Non, c'est un autre coloc. C'est pas ça. Ah putain, donc on parle pas du même. Non, là. c'est pas le même. J'ai 2 colocs. Pour parler de 3 Yannick dans le même podcast, c'est... Bref, ça n'arrive pas tous les jours. Non, si, c'est le même Yannick. Le Yannick coloc, fondateur de Latitude. C'est hyper important pour ce podcast, on va faire une petite pause. C'est le Yannick coloc, il a fondé l'asso avec nous. Ouais. Mais j'ai un autre coloc à qui j'ai mangé du pain ce matin, qui s'appelle Quentin. Ah, donc rien à voir, il s'appelle pas Yannick, celui qui fait du pain. Non. Il s'est mal exprimé ou c'est moi qui ai mal compris? Yannick il fait du théâtre et il fait pas de pain. Okay. C'est pas le même. Franchement, vous me direz dans les commentaires ou si je suis vraiment fatigué ce matin ou pas. Mais eux, ils n'ont pas la question du début sur qu'est-ce qu'on a mangé ce matin, donc ils vont encore moins comprendre. Ah ouais. Ah oui, c'est pour ça en fait, c'est vrai. Pain, machin, ils vont être là, parce qu'elle était en off. Oui, je pose tout le temps la même question à mes invités pour préparer.
enfin pas pour préparer, pour juste faire le test micro, c'est qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la plupart de mes invités ne mangent pas le matin. Ah, ok. Donc voilà, sachez que ceux qui mangent pas ou peu. Moi, c'était assez rare, ma petite Madeleine. C'était Non, mais c'était c'est du bonus ce matin, ambiance mais sinon, j'ai pas de entrepreneur, petit-déj d'habitude. On continue ce podcast ou ça part en cacahuète là? Je veux quand même recentrer le débat. C'était le capitaine. Hein. Ouais, bah, vraiment le capitaine il se laisse forcer par la flotte quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais revenir un petit peu aux origines et du coup donc vous parliez, vous étiez 3, j'imagine qu'il était avec vous, Yannick pour le coup à Centrale Supélec. J'aimerais comprendre une chose, Centrale Supélec pour les gens qui ne savent pas, dépendamment de... Bref, c'est quoi? Top 3 des écoles, peut-être juste derrière l'X, enfin Polytechnique. En général, les gens qui sortent de là ont un avenir assez prometteur en termes de salaire. Je ne sais pas quel est le salaire en entrée, mais ça pourrait faire peur à beaucoup de personnes en France. On peut aller sur des 50-60K sur certains jobs. Peut-être pas tous tech, hein, plutôt en finance. Bref, la question est simple. Est-ce que vous étiez des ovnis auprès de vos camarades sur deux choses? Vouloir faire de l'assaut parce qu'à la base vous avez commencé en étant encore en école. Donc même, est-ce que vous avez déjà cette ambition de créer une vraie asso ou quoi? Et surtout, putain, genre l'impact, tout ça, est-ce que les gens le voyaient, étaient sensibles à ça ou pas du tout quoi? Donc il y a la cause et il y a aussi la carrière / argent. Ouais. C'est dur de faire des généralités, honnêtement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens différents. Enfin, on était 500 par promo, donc je vais encore faire ma réponse de Normande, mais en vrai, c'est dommage de mettre tout le monde dans des cases, genre sensible, non mais on a pas compris, sensible, t'es etc. suisse quoi. Ouais, c'est ça. Suissesse. Après, je pense que en vrai, tout le monde a un peu ses drivers et ses motivations pour ce qu'il a envie de faire après. Donc l'argent, c'en est un, c'est sûr, et ça concerne beaucoup de gens. Même, nous, on avait un peu ce luxe, peut-être parfois, de se dire c'est pas notre critère principal, aussi parce qu'on a des familles qui sont aisées à la base, et donc on s'est jamais senti en difficulté d'argent. Je parle plus pour Augustin et moi. C'était pris pour acquis? C'est pas non plus un acquis, je dirais pas qu'on on roule pas sur l'or ou quoi, mais c'est plus ça donne un petit matelas de sécurité où tu sais que... Quand je dis pour acquis, c'est pas par rapport à vos parents, c'est plus le fait de faire des grandes études, de vous dire que le plan B, c'est de se retrouver chez Total et de faire des thunes. Et après, t'as toujours... Non, mais en vrai, t'as toujours le plan B diplôme qui, quand tu sors d'une école comme ça... C'est un luxe. T'assures que tu seras jamais vraiment en galère dans ta vie. Et je pense que ce luxe-là, il est pas négligeable dans le fait de se sentir autorisé à mettre d'autres critères de motivation en premier. Et du coup, le critère de motivation pour un truc plus à impact, par exemple, il est présent aussi chez plein de gens. Et la question, c'est un peu comment tu le classes par rapport à tes autres besoins. Donc, tu as le besoin financier, tu as le besoin reconnaissance sociale, tu as le besoin faire un truc dont mes parents sont fiers, tu as le besoin... faire un truc avec mes copains, t'as le besoin de faire un truc qui techniquement est stimulant, t'as le besoin faire quelque chose qui me passionne, et t'as le besoin quel impact j'ai sur la société. Mais tout le monde les a un peu, mais classés différemment selon les besoins, quoi. Du coup, je dirais ça pour faire ma réponse. Non, mais ouais, vous êtes posé, tu l'as intellectualisé ou c'est aujourd'hui que tu me dis ça maintenant? Tu l'as intellectualisé à l'époque, tu t'es vraiment posé en mettant ça sur un papier? Ouais, franchement, j'avais déjà un peu ce sentiment-là. Avec et après, des barèmes un peu sur les différents projets. T'avais codé une application. Non, j'étais là, mais moi je l'ai fait il y a pas là-dessus, longtemps. J'ai genre 4 ou 5 projets, j'ai demandé à ma sœur et vraiment elle s'est posée, elle m'a dit ok, pose-moi les questions, non. Et à la fin, elle m'a fait un compte rendu en mode ok, alors là tu vas faire des thunes, mais par contre, la quête de sens, t'y vas pas à fond. Et ça, c'est super, c'est long terme, t'es drivé. Mais le visu des thunes est un peu plus long terme. Et donc, tu vois, t'essaies de faire de l'arbitrage dedans. Avec ça. Et après, du coup, je dirais que le message qu'on portait à ce moment-là, il résonnait chez plein de gens. Et il y avait beaucoup de retours positifs, de gens qui trouvaient ça trop bien ce qu'on faisait, qui étaient super inspirés. Et après, il résonnait pas forcément dans le sens oui, c'est sûr, moi aussi, j'ai envie de faire ça toute ma vie. C'est plus sur le fond, il y avait beaucoup de résonance positive. Après, sur est-ce que d'autres personnes auraient fait la même chose que nous, le même choix que nous, le fait est qu'on a monté l'asso à 3 et pas beaucoup plus que ça parce que ça donc ça ok, correspond pas l'accueil forcément à tout le monde, quoi. Il n'y a pas eu un engouement énorme quand vous avez commencé? Carrément. Ah si, quand même, carrément. Même auprès des étudiants. Ouais, carrément. C'est ça qui a fait c'est ça qui a fait un peu le démarrage de l'asso et le fait que ça marchait au tout début. En vrai, au début, on pensait pas que ça allait continuer plus que ça. On a fait une promo. C'était en M1 ou M2 que vous avez fait ça? C'était en dernière ou avant-dernière année? M2. M2 pour toi, M1 pour moi. Parce qu'on a une promo d'écart. Oui. Enfin, j'allais dire oui, mais moi je le sais. Mais... Oui, non, ils ont un an d'écart, bref. Et qu'est-ce que je disais?
Mais du coup, ouais, il y a eu vachement de résonance auprès des étudiants la toute première promo qu'on a organisée, qui était pour la promo d'en dessous. Et c'est aussi ça qui nous a poussé à continuer, à se dire qu'on voulait faire ça, qu'on voulait en faire notre métier, qu'on voulait faire ça à temps plein. Parce qu'il y avait justement toute cette écoute et toute cet engouement positif autour de nous. Après, c'est toujours, on a toujours l'impression que tout le monde est super positif, mais c'est parce qu'on n'entend pas aussi tous les gens qui trashent voilà. coup. Non, mais ou qui sont sur d'autres motivations et qui font autre chose en fait. Moi je peux comprendre, ils ont des croyances différentes des vôtres, donc voilà, c'est dur de comprendre aussi. Tu peux accepter, mais c'est dur de comprendre ce qui se passe dans vos têtes et vos motivations. Manon a répondu, bon. C'est mon ventre qui gargouille, vous inquiétez pas, mes auditeurs. T'as rien mangé ce matin, toi? Il est 11h50, non, je mange pas le matin. J'ai bu mon 3e café, merci. Est-ce que tu veux rebondir dessus, cher Augustin? Est-ce que tu partages ce que Manon a dit? Parce qu'en plus, il me reste 20 minutes, donc on peut tracer. C'est toi qui me dis. Ouais, non, je suis d'accord avec la majorité. Je dirais pour compléter que ça surprenait quand même pas mal. Okay. À la fois autour de nous, nos proches, etc. Moi, il y avait un peu un fond de réflexion qui est de dire j'ai une condition familiale porteuse, on va dire. J'ai un diplôme porteur, aucun de problème. Si je le fais pas, qui le fera, quoi. Et ça a beaucoup surpris aussi dans les gens qu'on a rencontrés au début, nos premiers partenaires, etc. Le fait de sortir d'une grande école et de choisir ce modèle-là, il a beaucoup surpris. On a pu entendre ah, mais vous êtes courageux de faire ça, c'est bien, etc. Et je crois, enfin, je parle pour moi, mais Manon, j'imagine, sera d'accord, c'est qu'on n'a jamais pris ça comme une décision courageuse parce que tous les facteurs étaient porteurs de notre côté. Il y a des gens qui entreprennent qui ont bien plus de mérite. Vous vous êtes dit qu'il n'y avait pas trop de risques en gros? Aucun. Ok. Bah, au pire ça rate. C'est drôle ça. Au pire, ça rate et on a plein de gens qui voudront nous recruter et on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Et donc, vous faites confiance à la... c'est drôle parce que dites-vous une chose, c'est que la question que je vous pose, je la pose aux gars qui sortent de McKinsey, qui montent une start-up, aux gens qui ont fait HEC et qui veulent pas signer un CDI et monter direct une start-up. Et c'est vraiment ce truc-là, et ce que j'essaie moi aussi de comprendre. En fait, vous le dites à moitié, on va terminer là-dessus, mais avant je vais vous poser quand même d'autres questions. C'est la quête de sens aussi dans ce que vous faites qui est beaucoup plus forte qu'aller chercher de l'argent, parce que vous partez du principe que l'argent, et moi aussi je me considère dedans, que je viens d'une famille plutôt aisée, donc j'ai pas eu de manquement, même si je dois aller faire de l'argent, mais c'est pas mon moteur primaire, que je sais que si j'avais 2 ou 3 fois plus d'argent... C'est une chance. Hein? C'est une chance. C'est une chance, et c'est pour ça que je parle d'un luxe, de se dire que en fait c'est un plan B, et que c'est pas pris pour acquis, mais que si demain c'est la pire des choses, de manière c'est simple, si demain j'ai plus d'argent, je rentre chez mes parents et je mourrai pas de faim. Donc partant de ce postulat, il n'y a pas de grand risque. Bref, j'aimerais, parlons d'argent. Comment il y a 2 sujets que je veux aborder, assez rapidement, mais comprendre un petit peu comment vous faites des thunes. Concrètement, si vous êtes en CDI et qu'on parle de salaire, c'est qu'il y a bien des gens qui financent tout ça. Et après, j'aimerais parler de l'éducation. Vous avez parlé de promo, on en a parlé un peu en filigrane, mais ouais. Donc okay. D'abord les thunes. Ah, et attendez, avant les thunes, est-ce que vous bossez avec le gouvernement? Est-ce que le gouvernement vous parle, vous appelle? Oui, on travaille avec plusieurs ministères et opérateurs de l'État, comme l'ADEME, la Direction interministérielle du numérique. Que je ne connais pas. À votre surprise. Voilà. Mais oui, on le fait. Donc ils vous concertent. Voilà, et c'est en partie une des raisons du choix du statut associatif de trouver un statut qui nous permettait de travailler au carrefour entre les entreprises, les acteurs publics, le monde de l'éducation. Et beaucoup de l'impact de l'attitude vient de ce positionnement un peu atypique qui permet de travailler avec tous ces acteurs-là. Since day one. Ok. Ouais, en fait, un des premiers projets à l'attitude, c'était pour la haute autorité de la transparence de la vie publique. Okay. Donc dès le début, on a créé des liens avec le public parce que c'était pour nous un acteur de l'intérêt général incontournable et c'était important pour nous de montrer que l'intérêt général pouvait prendre plein de formes différentes et on voulait incarner ces différentes formes. Ouais. Parlons pépette, Manon. Comment gagner l'argent? Ouais. Comment tu vis? Ouais. Comment tu t'achètes cette madeleine? Tous les matins. Rarement. En fait, on a un fonctionnement qui est, je pense, assez différent d'un fonctionnement d'entreprise où on va vraiment vendre des produits, des services pour une chose. On va plutôt être financé pour des choses qu'on fait et que d'autres acteurs veulent qu'on fasse aussi. Oui, ok. Mais c'est du sponsor, voilà. c'est de l'association. Du coup, pour le dire peut-être un peu plus clairement,
ce qu'on fait, c'est que tous nos programmes, ils ont une mission, ils ont une visée et ils ont un impact. Par exemple, quand on va faire des ateliers dans des collèges pour sensibiliser des élèves aux enjeux du numérique, l'impact, il est très clair et très défini. Et il y a probablement d'autres personnes qui ont envie qu'on ait cet impact parce que ça rend service à la société. En l'occurrence, dans les collèges et les lycées, les personnes qui ont aussi envie qu'on ait cet impact, c'est par exemple des opérateurs de compétences, donc des OPCO, des centres de formation, des choses comme ça, ou des syndicats du numérique, qui ont envie qu'on puisse montrer les métiers du numérique à des élèves de collège et de lycée. Et donc, eux, en fait, on va construire le programme avec eux pour que ça ait du sens et en même temps qu'ils aient envie aussi de le financer. Quand on va plutôt sensibiliser des élèves dans des écoles d'ingénieurs, par exemple, il y a d'autres personnes qui ont envie de faire ça aussi. Par exemple, l'État qui a envie de... Enfin, l'État ou pas l'agence de l'environnement qui a envie que les élèves qui font du numérique soient plus sensibles à la sobriété numérique. Et donc, on va les associer au projet, le construire avec eux, et du coup être financé pour ça. Quand je vois là juste du public, je le comprends très bien. Mais est-ce que du privé, par moment, il y a une limite et en fait vous dites ok, c'est que de la com ou du marketing? Ça, alors pareil, pas forcément de généralité. On est d'accord qu'il y a quand même de la com et du marketing. Il y a de la com et du marketing, il y a aussi de l'engagement souvent assez sincère. Et on est surpris de ça. Enfin, moi, pour le coup, ça a vraiment changé un peu ma vision des choses là-dessus. Alors, je dirais pas que c'est forcément le cas partout, mais dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des pas pour que ça avance dans le bon sens et qui justement se disent, puisqu'on est des acteurs du monde économique, qu'on a des sous, qu'on a du coup du pouvoir et des moyens d'aller dans un sens positif, utilisons-les pour quelque chose qui correspond à ce qu'on a envie de pousser. Donc il y a toujours un peu des revers de com ou des intérêts divergents aussi. Hein. Une entreprise, c'est pas juste une personne, c'est plein de gens différents, plein de services différents qui ont chacun leur... Vous les couvrez en amont, ça ? Les intérêts divergents par moment ? Et on essaye de rencontrer le plus de gens possible dans une entreprise pour comprendre aussi quels sont les intérêts. On veut pas du tout rencontrer que le service com ou que le service marketing, et ni non plus que le service RSE, parce qu'en fait, parfois, ils sont un peu décorrélés du reste dans l'entreprise. En fait, vous n'êtes pas dupes. Non, mais on sait très bien qu'il y a aussi ces enjeux-là, et ils le font aussi pour ça, mais il y a quand même vraiment des personnes qui se disent juste, on a une responsabilité, on est un acteur de poids dans ce monde économique, et on a aussi besoin de savoir vers quoi on pousse la société, quoi. Et donc, ils sont sincèrement intéressés par le fait de faire des programmes qui ont de l'impact avec nous. Pour donner des exemples concrets peut-être et même donner des noms, on est soutenu par 2 entreprises typiquement qui s'appellent Advance via leur fonds Advance for People and Planet et Norcis via leur fonds de dotation qui s'appelle Institut du Perma Numérique, qui sont des entreprises qui ont décidé de créer des fonds de dotation actionnaires, c'est-à-dire que leur outil philanthropique possède une part des actions de la boîte. Et c'est comme ça que en fait, le fonds de dotation est financé et a une action philanthropique. Rien ne les obligeait à créer et à renoncer à une partie des parts de la boîte pour faire cet outil-là. Et là, on ressent vraiment une volonté profonde, notamment des dirigeants et des dirigeantes, d'avoir une action philanthropique. Après, effectivement, il peut y avoir des intentions en communication marketing, mais très sincèrement, depuis le début de Latitude, on a dû toucher un peu plus d'1 million d'euros de mécénat ou autre. J'ai l'impression que ça ne nous est jamais arrivé d'être face à une communication, une utilisation marketing où on s'est dit « Ah oui, là vraiment, c'est abusé par rapport à ce qu'ils nous ont... à la manière dont ils nous ont aidés, quoi. » Je peux donner des noms, moi, du coup. Ok, des entreprises comme Total. Est-ce que ce serait un no-go pour vous ever, ou est-ce qu'au contraire... Vu que vous disiez, je reprends un peu vos mots, même si on va dire que je paraphrase plutôt que faire une quote, mais vous disiez que l'idée c'est pas de taper sur les doigts des méchants, mais plutôt d'embarquer tout le monde. Est-ce qu'il y a des no-go là-dessus ? Depuis le début de la... Ouais, pardon. Non, vas-y. Depuis le début de l'assaut, on s'est dit, en fait, vu qu'on met au cœur la mission sociale qu'on a envie d'avoir, qui est notamment de sensibiliser des élèves, des étudiants, on est convaincu de ces missions-là, on va accepter des financements de tout le monde. Et l'entreprise que tu cites est souvent citée parce qu'elle a un impact énorme sur le climat et il y a un peu des épouvantails comme ça, mais il y a beaucoup aussi d'entreprises plus petites qui, à leur échelle, donc évidemment c'est moins important, ont des impacts qu'on pourrait vachement questionner et tout. Bien sûr, et d'ailleurs c'est une des 6 thématiques que tu as citées tout à l'heure. On a décidé, pour le moment en tout cas, d'accepter les financements de ces structures-là en étant convaincu de l'impact qu'on voulait avoir. On n'a jamais été
exposé face au dilemme moral que tu proposes Ok. par rapport à Total. Donc, on ne s'est pas posé la question. Mais il peut y avoir des limites à Mais un moment. ce qui est fait- certain, c'est que il y aura des limites et ça va de plus en plus, ça va questionner l'organisation, Le positionnement. le positionnement, et ce ok. sera quelque chose qu'on n'abordera pas en tant que capitaine, Manon et Augustin qui portent le projet, ça c'est certain. En tant que collectif, ouais. Mais plutôt en tant que collectif. Typiquement, il y a un programme auquel on est associé, qu'on comporte, qui s'appelle Cyber for Good, où on accompagne des entreprises, des associations sur leurs enjeux de cybersécurité, où la question s'est posée par rapport à un partenaire, et donc on a eu la discussion d'équipe, on a décidé d'avancer comme ça, parce que on trouvait que l'impact qu'on avait auprès des assos passait avant. Ok. En fait, je trouve que ce qui est super important derrière, c'est l'exigence qu'on a aussi sur nous, qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Et finalement, d'où il vient, c'est une question qu'on a un droit de se poser, mais qu'est-ce qu'on en fait surtout? Et est-ce qu'on le met au service d'un impact qui est positif? C'est plus ça qu'on a au cœur. Et je trouve que c'est un truc intéressant quand même dans une asso de se dire, tout l'argent qu'on reçoit, de divers financeurs. Il y a la question du financement privé, est-ce que c'est à bon escient ou pas. Il y a la question du financement public aussi. C'est juste, c'est de l'argent public qui vient des impôts des citoyens, qui De nous. Voilà, on a besoin d'être sûr qu'on l'utilise à bon escient, nous. Et c'est plus ça la question centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a, comment on le dépense pour avoir un maximum d'impact. Et après, les sources de financement, en vrai, elles sont super diverses et on s'assure que c'est quand même pas un blanchiment ou juste Parce qu'il y a ça, faut dire aussi que tous les dons sont, comment on dit, t'as des crédits d'impôt là-dessus, que je crois qu'il y Pas a tous les élevé- dons, mais pas tous les Pas tous, non. Non. Seuls sur les associations de la loi 1901. Les assos d'intérêt général, ouais, Ouais. c'est Ouais. ça. Un truc comme ça. Il y a C'est pas ce mal que de je dis. subtilités, mais Ouais. après, je rebondis là-dessus. Mais en gros, moi je voulais juste savoir une chose pour terminer, et tu peux répondre Ouais. évidemment, Augustin, mais est-ce que tous les moyens sont bons? Et en fait, il y a des limites, et si je vous pose la question, c'est parce Oui, qu'hier des j'ai limites. regardé quelque chose qui traite d'un autre sujet, qui traite des violences conjugales, du hashtag MeToo, et il y avait cette réflexion de dire que tous les moyens ne sont pas bons parce que mettre des gens en pâture sur la place publique avant que tu vois, comment dire, le juridique ait fait son travail, sachant que le juridique condamne, mais je crois que c'est même peut-être moins d'1% des violeurs, donc tu vois, on rentre dans des trucs, y a pas de, moi j'ai pas de réponse, hein, mais bon, c'est plus shady et des nuances. Mais, Non, mais Clairement, tous les moyens sont pas bons. Oui. Il y a un Ok. moment, il y a une éthique. ok, Et, donc il y a et des on peut limites. pas être une asso qui défend un numérique éthique et pas être éthique nous-mêmes. Donc je pense que ça, c'est un truc... Mais éthique, ça veut pas dire être Mais- parfait non plus. Et j'aimerais pas que les gens qui nous écoutent se disent ils se revendiquent éthiques alors qu'ils sont pas parfaits. Non, on n'est pas parfait. Et d'ailleurs, sur notre site, en bas, il y a un truc qui s'appelle Nos Petits Pas, où on essaie justement Nos Nos petits- Petits Pas, Ok. où on essaie d'expliquer les choses qu'on a pu faire bien en faisant le site, les choses qu'on a pu faire moins bien. Et l'éthique, c'est pas être parfait, c'est se poser la question de comment est-ce que j'oriente mes actions dans le bon sens au quotidien. Et voilà. Et après, pour répondre aussi peut-être concrètement à ta question, aujourd'hui, pour parler chiffres aussi de Latitude, nous, c'est un budget de 900 000 euros, grosso modo, l'an dernier. Et dans ces 900 000 euros, en fait, la majorité est, comme disait Manon, orientée vers les programmes d'intérêt général non lucratifs qu'on déploie avec nos partenaires, qui sont soit via des subventions publiques pour 25%, soit du mécénat pour 50%. Et le 25% restant du budget de l'asso, c'est qu'en créant ces programmes, on a développé une expertise qu'on valorise via des prestations commerciales plus classiques, on va dire. Je me faisais la réflexion, j'ai complètement oublié de le dire, mais tout ça s'inscrit dans le cadre de la semaine du podcaston. Donc voilà, super initiative, plaisir d'y participer pour la première année. On m'en a parlé, c'est Fred Mazella qui m'en a parlé l'année dernière, et j'étais comme merde, c'est déjà passé, donc j'étais même pas au courant. Et au hasard, ils m'ont contacté, donc, et ensuite Augustin m'a contacté avec un super mail. Donc j'invite tous les gens qui se demandent s'ils peuvent passer dans le podcast à faire la même chose. Bon, on a un peu croqué le temps, mais j'ai quand même vraiment envie de vous parler de vous poser cette question avant d'arriver sur la question du tac au tac. La question, elle est assez simple, c'est pourquoi l'éducation, mais je vais la diriger un petit peu vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez parlé de le radical, de Racine. Est-ce que le plus important, c'est les générations futures? Et est-ce que changer les générations futures vient forcément avec changer leurs aînés, donc les générations actuelles?
Vous avez 1 heure. Oui. Enfin, 1 minute. En réponse courte, c'est oui. En fait, c'est la tension qu'on a chez Latitude depuis le début, c'est que tu rentres dans les grandes écoles, tu rentres, personne ne sait ce que c'est le conseil. En fin d'école, 25% des gens font du conseil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une éducation qui est faite à ces métiers, une exposition face à ces métiers, et ça crée cette filière-là qui recrute. Et donc, nous, tout notre point, c'est de dire, aujourd'hui, on ne forme pas à l'intérêt général à l'école. Et on forme au métier qui recrute, mais on ne forme pas les gens à se dire comment est-ce que, dans mon métier, je vais pouvoir m'engager sur des sujets socio-environnementaux. Et donc, on est convaincu que c'est en changeant la manière dont on enseigne la tech pour ce qui nous concerne, mais faites-le sur plein d'autres sujets, on vous donne nos méthodos avec grand plaisir. En changeant la manière dont on enseigne la tech, on va faire en sorte que les gens se posent plus de questions, on va faire en sorte que ça va ruisseler dans les organisations qui vont rejoindre, qu'elles soient publiques, privées, et ça, on est convaincu de ça. Après, ça, c'est possible uniquement si les gens d'en haut, ils décident aussi de bouger, pour 2 raisons. Quand tu changes des enseignements, en fait, c'est la direction de l'établissement qui fait aussi bouger ces enseignements. Donc, si la direction de l'établissement ne veut pas de ces changements, tu ne feras pas bouger les enseignements. Donc, on a besoin de ces décideurs et de ces décideuses-là. C'est du bottom-up ou du top-down ? Il y a les deux. Ok. Il y a les deux. Il y a eu un gros mouvement hyper inspirant en 2018 qui s'appelle Pour un réveil écologique, qui a émergé sur les questions climat, qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait bouger beaucoup de choses dans l'enseignement supérieur avec un rapport du ministère de l'enseignement supérieur. Aussi, il y a eu des happenings, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées et là c'était très bottom-up, c'était une approche étudiante qui a vraiment eu énormément d'impact et on ne les remerciera jamais assez aussi pour tout leur travail. Et à la fois, il y a parfois des directions qui prennent des décisions qui permettent de mettre en mouvement toute une organisation, que ce soit dans le supérieur, dans les établissements qu'on touche, ou dans des entreprises. Parce qu'en fait, si les entreprises, elles s'en fichent que leurs futurs salariés soient formés à ces questions-là, et ça au cœur, et qu'ils puissent le faire concrètement dans leur boîte, en fait, cette éducation, elle est utile, mais pas assez, parce qu'elle ne peut pas être applicable dans ta carrière par la suite. Et donc, on a vraiment besoin des deux, et c'est vraiment pour ça que dans notre action, on mêle une action... on est au carrefour du monde de l'enseignement et du monde de l'entreprise. C'est pour qu'il y ait cet échange aussi entre les futures générations du monde du travail et celles qui travaillent déjà. Je sais que tu vas rebondir dessus maintenant. Garde ce que tu veux dire. Hein. Ça marche. Mais réponds aussi à cette question. Mais j'ai fait une école de commerce. Je sais comment sont attribués leurs délires de... merde, je sais plus, mais les accréditations. Et ensuite, la plupart des gens, c'est... les gens en sortie d'école, combien ils gagnent. C'est vraiment ce sur quoi ils ont envie de se baser. Comment peux-tu mettre en l'impact même technologique sur nos vies quand il n'y a aucun critère de notation qui est basé là-dessus ou de critère de succès pour les écoles? C'est certain. C'est à Manon. Non, mais trop bien, parce que ce que j'allais dire, ça va répondre un peu à cette question. Non, en fait, au-delà de la question de l'éducation, un mot qu'on utilise souvent, c'est le mot de culture. Et en fait, il faut changer l'éducation, parce que c'est un pan important de la culture, mais en fait, il faut changer globalement la culture de la société dans laquelle on est. Grave d'accord. Bon, ça, c'est un gros projet quand même. Donc, il y a l'éducation dedans et il y a d'autres trucs. Sont liés. Mais souvent, c'est assez lié. Et en fait, si tu changes pas un peu tous ces aspects-là, typiquement, on grandit aujourd'hui... on a eu pendant longtemps une culture autour du progrès. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur une culture un peu de l'innovation, de la tech, etc. En fait, tu grandis dans cet univers-là. Donc, il y a à l'école ce qu'on te dit, il y a ce que tes parents te disent, il y a ce que les médias te disent, parce que ce qu'il faut, c'est gagner de l'argent, aller dans des startups ou ce genre de choses. Il y a un peu tout cet univers-là, et la culture, ça se transmet par beaucoup de moyens différents, par les normes réglementaires, mais par ce que tu vas lire, par la façon dont tu vas être éduqué. Et donc, l'éducation, c'est un des pans très important de cette culture, mais il ne faut pas oublier les autres non plus. Et typiquement, les classements dont tu parles d'écoles de commerce, ça fait vraiment partie de cette culture de la méritocratie, de l'élitisme. Ouais, j'irai pas sur la méritocratie, là, pour le coup. Non, mais qu'on essaye de présenter sous cette forme, genre, t'as bien travaillé à l'école, et donc tu vas avoir un bon salaire à la sortie. Et voilà, ça c'est des pans de la culture qu'il faut aussi aller transformer, parce que tant qu'on réfléchira comme ça, genre, je veux le meilleur classement, le meilleur diplôme, le meilleur truc, et je veux être plus fort que les autres, par exemple, on n'ira pas vraiment
vers cette notion d'éthique et de responsabilité qu'on a si on reste dans cette culture de l'élitisme. Je le dis avec des mots qui sont forcément un peu brouillons parce que je suis pas assez Je pense que je experte, dirais des voilà, mots encore plus vénères de que ces- toi. de ces- Mais j'allais aller plus loin et j'attends même pas une réponse. Hein. Allez, s'il te plaît. Mais c'est les plus en retard, quoi. C'est clairement, ces écoles-là sont décorrélées. Et c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs, on en a peu parlé, mais tout ça, c'est venu de votre expérience à Centrale Supélec. Et quand on en a parlé, Augustin, tu me disais en amont, on s'est rendu compte que ce qu'on nous enseignait était décorrélé de la réalité et de l'impact, quoi. Alors peut-être pour préciser, ce que je disais, c'est que parce qu'on Allez, avait défonce ton école. Non, pas du tout. En vrai, j'ai adoré mon école pour plein de raisons, mais c'est pas l'objet ici. On avait des sensibilisations à ces sujets, on avait des cours qui quand même aidaient à se poser des questions. Ce que je te disais, c'est qu'effectivement, on avait fait une spécialité en informatique, et là, on a eu des cours sur l'IA, sur le machine learning, le deep learning, sur le data mining, sur le développement web, etc. Et là, dans ces cours-là, pour le coup, donc très techno, on a eu aucune sensibilisation sur ce que c'était les biais dans l'IA, aucune sensibilisation sur l'enjeu des données personnelles, alors que dans un cours de data mining où le but c'est d'aller chercher des données, bah, tu peux quand même te poser la question. Et donc, c'est plus ça qu'on questionnait et pas l'ensemble. Après, l'école devait bouger, elle a bougé depuis, elle continuera à bouger. Donc, je dirais, j'ai beaucoup Mais elle aimé, bouge lentement mon quand école. même, hein, moi je le dis. Après, Fort. pour donner un exemple concret sur ce que disait Manon, en fait, il faut jouer avec ces codes-là, et notamment pour un réveil écologique que je citais, ils ont créé avec un média, je ne sais plus lequel, donc je ne vais pas dire bêtises, mais un nouveau classement des écoles basé sur leur engagement sur les sujets de transition écologique. Et justement, ils jouent avec les codes, donc tu pourrais dire, mais pourquoi est-ce qu'on a des classements ou autre, on pourrait faire, en fait, ils ne sont pas importants ces classements, mais ils jouent avec les codes des classements pour afficher les écoles les plus engagées. Et pour moi, ça traduit un peu ce qu'on essaie de faire chez Latitude, qui est, t'as le monde tel qu'il devrait être, ton idéal, t'as le monde tel qu'il est, et notre boulot c'est un Comment peu tu de tends rapprocher l'un vers les deux. l'autre. Mais on joue avec les codes du monde tel qu'il est, parce que si on joue pas avec ces codes-là, bah en fait les écoles n'ouvrent pas leurs portes, les universités non plus, on peut pas travailler avec les entreprises parce qu'on est trop à côté de leur réalité, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire au sein de l'asso. On va passer sur la question du tac au tac. Allez. Parce qu'en vrai, j'ai clairement envie de Qui rebondir répond? sur Tu nous tout dis ce qui répond, hein, parce que Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et là, je fais une petite annonce, mais dans tout ça, je trouve qu'il manque aussi une chose hyper importante, c'est peut-être même plus important malheureusement que l'impact, etc. C'est en fait apprendre à se connaître et savoir ce qu'on veut. On va parler de sens bientôt dans ces dernières questions. Et j'ai jamais entendu parler de soft skills à l'école. J'ai jamais entendu parler d'apprendre à se connaître. J'ai toujours entendu parler du mot carrière, drôle, car depuis que je suis entrepreneur, je m'entends plus parler de ce mot-là d'ailleurs. Et donc c'est vraiment ce truc de se dire, en fait, la question du pourquoi, du why, qu'on parle beaucoup en entrepreneuriat et que je n'ai jamais entendu en 5 années et quelques. Et j'ai fait 3 universités entre la Chine, le Canada et la France. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. À toutes les personnes qui travaillent, qui veulent travailler là-dessus, appelez-moi avec grand plaisir pour en discuter. Maintenant, les questions du tac au tac. Première question que je pose à vous deux. C'est top si vous avez une réponse différente, sinon c'est pas grave. No pressure. C'est quoi le conseil que vous auriez aimé entendre avant de monter Latitude? Le conseil qui peut, je dirais, qui est assez universel, mais qui est vraiment sur la création, l'entrepreneuriat, création d'une asso, peu importe. Ouais, je reprends la balle au vol de ce que tu disais à l'instant. Désolé, je t'ai... Vas-y. Mais on pose beaucoup la question d'entrepreneuriat, le why, mais de la why de l'organisation et à quel problème elle s'attaque, pourquoi elle existe. Moi, je trouve qu'on nous a pas assez poussé à nous demander c'est quoi notre why personnel et pourquoi est-ce que j'entreprends, c'est quoi ma motivation, est-ce que c'est l'argent, est-ce que ça peut être ok, est-ce que c'est l'impact, est-ce que c'est le plaisir, et en fait il y a plein de modèles d'entrepreneuriat qui sont possibles, et en fait le mieux c'est quand même de choisir un modèle qui est adapté à qui tu es et ce que tu as envie de faire. Qu'en penses-tu, Manon? Moi, j'avais 2 trucs qui me venaient en tête. Vas-y. Et en fait, c'est des conseils qu'on nous a donnés pour le coup, mais que je trouve vraiment pertinents. Et parfois, j'entends encore des gens qui les ont pas forcément eus. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est mesurer le risque et se rassurer sur le fait qu'en fait, c'est souvent, c'est pas vraiment un risque. Quoi. Et ouais, c'est ça. Et notre prof d'entrepreneuriat, il posait la question comme ça, et souvent sur des trucs, il disait, mais en fait, c'est quoi le risque? Et quand tu réfléchis 2 secondes à quel est le risque, c'est genre, le risque, au pire, ça rate, j'aurais appris des hein. trucs. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi le risque? Franchement, au pire, je me suis pas payé pendant 6 mois, bah si je peux me le permettre, tant mieux. Au pire, j'aurais raté ma com, et alors? Enfin, au pire, il se passe quoi? Et en fait, au pire, j'ai appris des trucs. Enfin, ça fait un peu cliché entrepreneur, mais franchement, se poser la question comme ça, genre, c'est quoi le risque?
Je trouve que c'est super puissant et sur plein de trucs de la vie, tu te dis, au pire quoi, finalement, on s'en sort, quoi. Much agreed. Et le deuxième, et je l'autre disais. truc, c'est de s'entourer. Enfin, vraiment de parler avec des gens et sortir de... c'est vraiment fou parce que je l'entends encore beaucoup. Non, mais je vais pas parler de mon idée parce que, genre, quelqu'un va me la piquer, mais genre, arrêtons avec ça. Enfin, vraiment, au pire, les gens, ils vont bosser avec toi. Au pire, ça, c'est pareil, c'est quoi le risque? Mais franchement, il faut parler avec des gens, il faut challenger, Bien sûr. il faut juste avoir un peu du ping-pong, ah ouais, mais moi, j'aurais trop fait comme ça. Avoir voilà, des échanges avec des gens. Je pense que nous, c'est vraiment ce qui nous a le plus nourri C'est tout clair. le long. Puis là, on est deux à parler, mais en fait, si on avait pu mettre la photo de toute l'équipe, de tous les bénévoles et de tous les gens qui nous ont aidés, enfin, on a été tellement aidés que ça aurait été logique que tout le monde ait une place dans la tête d'un CEO, parce qu'ils ont tous contribué à mettre du jus de cerveau dans cette asso. Bon, ben on les salue tous. Et d'ailleurs, je mettrai la réflexion, mais quel entrepreneur, même asso, est successful en n'ayant jamais parlé de son idée avant, quoi. C'est vraiment, genre, je me dis... Enfin, je serais curieux qu'il y ait des vrais exemples, Ouais. quoi. Mais ce qui est le plus beau aussi, c'est cette histoire collective. Et pareil, dans la culture de l'entrepreneuriat, où on montre des têtes de gens, genre eux tout seuls, qui font des listes de Forbes ou des trucs comme ça. Enfin, Putain, je il faut play. sortir de... C'était Non, pour non, mais pimper pareil, t'es obligé de jouer avec les codes, t'es obligé de te faire Bien connaître et sûr. de trouver des moyens d'être connu. Mais cette image de l'entrepreneur tout seul, Bien qui a sûr. construit son Du empire, capitaine, etc. quoi. En fait, enfin, pareil, sortir un peu de ça, c'est un bon conseil aussi. En vrai, une aventure collective, déjà, ça tient plus dans la durée, on kiffe beaucoup plus. Et finalement, est-ce que la réussite, c'est d'être tout seul sur une photo ou est-ce que c'est genre Écoute, prendre du plaisir avec d'autres gens je te retourne ce conseil et je sais que Augustin va boire mes paroles, mais aussi à toutes les personnes qui n'ont pas écouté encore, allez, bois. Yannick, Yes. Yannick a un magnifique film et justement, il va te parler Et une magnifique personne. Et une magnifique personne. On le salue. Mais, et Raphaël Quenard aussi, on le salue, grand acteur. Mais non, vraiment, je sais pas ce que t'en as pensé, mais il y avait un vrai message quand même dans le film sur la solitude, la quête du bonheur, etc. Oui. Ok, allez, c'est parti. Question encore du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureux? Manon. 9 J'allais dire 9 aussi. Ok. Franchement. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous riche? Manon. 8 Riche en quoi? À toi de me dire, peu Ah importe. bah, dans ce cas-là, 10. Riche d'amour. Ok. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre job a du sens au quotidien? 10. Je mettrais 9. 9? Hmm. Ok. On n'a pas trop le droit d'expliquer pourquoi alors. Non, mais c'est Ok, pas ok. grave. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre job vous demande de l'effort au quotidien? 1 étant peu d'efforts, 10 beaucoup d'efforts. Ouais, quand même. 8. 7. 7, 8? Ouais. Ok. Et maintenant, c'est plus une question d'échelle, mais c'est une question pareil. Juste la dropper. Bon, si vous voulez expliquer, allez-y. Mais si vous n'étiez pas entrepreneur, pourquoi tu rigoles? Parce que je vois la question arriver et je me la suis posée Eh ben, hier. je la pose qu'à Augustin. Non, je rigole. Mais dis-moi, Manon, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu n'étais pas entrepreneur? Bah, en fait, ça rejoint un peu la question du tout début. Est-ce qu'on n'est pas toujours un peu entrepreneur dans ce qu'on choisit de faire? Moi, je pense que je serais quand même un peu entrepreneur de mes actions, quoi. Ok. Et sinon, sur d'autres métiers qui m'attirent, j'ai toujours un peu dans un fond de ma tête le fait de revenir au monde de l'agriculture et de la paysannerie, qui est l'histoire de ma famille et voilà, qui me tient pas mal à cœur, mais qui ne matche pas tout à fait aujourd'hui avec tout ce que j'ai envie de faire. Mais un jour peut-être. Inch'Allah. Et sinon, je pense que je m'engagerai dans d'autres assos. Et, Ok. mais c'est toujours un peu être entrepreneur, mais pas forcément créer un projet soi-même, mais contribuer à des choses et être actif et savoir que ce que je fais, ça correspond aussi à ce que j'ai envie de défendre. Ce serait ça le fil rouge, je pense. Et toi, Augustin? Bon, un des plus gros trucs que m'a apporté là-dessus, c'est la curiosité pour 1000 métiers que je trouve hyper utile et donc mais dur de se mettre toujours à la place, mais en tout cas si je dois popper un peu, il y a le côté engagement politique qui m'intéresse, l'agriculture, plonger plus dans l'éducation en étant dans un établissement avec voilà, ça c'est des choses qui m'intéressent. C'est Voilà. pas mal, déjà. Et le métier qui m'inspire le plus en ce moment, c'est plutôt journaliste écrivain parce que je trouve ils ont
vraiment une grosse responsabilité, gros impact, et ils creusent des sujets en profondeur, ce que j'ai parfois un peu de frustration en tant que voilà, salarié d'assaut avec beaucoup de contraintes opérationnelles. Parfois, j'ai l'impression pas assez de temps pour prendre de la hauteur sur des sujets qui pourtant le méritent. Écoute, j'adore ce métier de journaliste aussi. Bon, je me considère pas comme un journaliste, plus un présentateur, mais j'estime aussi avoir une responsabilité à ce niveau-là. Question bizarre. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit écrit sur votre épitaphe? Ouh. C'est bien, vous voyez tout ce que c'est un épitaphe, quoi. Ouais. Bon, Mais moi, en fait, j'ai vu récemment John Wick, je sais pas si tu vois ce film. ouais, Et il y a, dans le dernier, il y a ce truc de. Donc je vais pas spoiler, mais il y a ce truc de qu'est-ce que tu mettrais sur ton épitaphe. Et Ok. c'était Marie aimant pour lui. Bref. Et... il a dit il va pas spoiler quand même, hein. Il a Non, dit, mais j'ai pas spoilé le film, j'ai spoilé l'épitaphe. L'épitaphe, quand Ça même. va, ça va. Moi je l'ai découvert dans un sketch de Gad. Le mot épitaphe? Ouais. Ah ouais. Il te dit épitaphe. Taf. Donc voilà, c'est resté du coup, mine de rien, beau mnémotechnique. Mais ouais, qu'est-ce que vous voudriez que soit écrire sur votre pierre tombale? C'est dur. Ouais. C'est vraiment pas le genre de question que j'aime bien. Je peux pas- Je peux faire un je vais mouiller, joker. je vais mouiller, je vais pas prendre le joker, je vais mouiller pour. Vas-y, Augustin. Il adorait les Véjas. Non, mais je sais pas. Lâchez prise et prenez du plaisir, disons. Ok. J'essaierai plus de passer un message aux gens qui passent devant, parce que bon, voilà. Autant profiter de cette exposition médiatique que représente une pierre tombale. Évidemment. Bon, après, j'irai pas prendre de selfie devant, mais bon, passons. Je sais même pas, Je ça t'autorise, doit être hein, si tu veux. interdit, ça, non? Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, passons. Allez, c'est ma dernière question, c'est promis. Et j'essaie de bien la formuler. On a parlé de savoir se connaître. On a parlé de la quête de sens. Et là, on parle un petit peu de ce pourquoi vous auriez été... vous auriez aimé être souvenu. Je sais pas si ça se dit. Si? Bon, quoi, ce pourquoi on aimerait... Ouais, non, bah non, on n'a pas Je l'air de pense pas. valider. Je pense que ça se dit pas. Bon, on a compris Remembered, l'idée, hein, mais... ouais, c'est ça. Bon, on s'est compris. Mémoriser, La question est mais c'est simple. bizarre. Tout en haut là de la pyramide de Maslow avec votre sens. Est-ce que vous pouvez me définir en une ou deux phrases? Votre sens à vous, il est où? Il est où le curseur? Je pense que moi, ce serait de faire quelque chose. Enfin, c'est toujours dans le faire, quoi, que mes actions, que mes actes ressemblent à ce que j'ai envie de défendre pour la... Enfin, comme modèle de vie, comme modèle de société, comme modèle de... Enfin, Ok. Donc c'est nourrir et ta du coup, vision ouais, c'est un peu via ça. l'action. C'est être certaine que ce que je fais au quotidien, tout le temps, c'est jamais exemplaire, parfait, etc. Mais c'est toujours... ça correspond à ce que je défends ouais, éthiquement et à ce que je crois bon, entre guillemets. Enfin, ce que je crois aller dans le bon sens, en tout cas. Ok. Et du coup, genre, toujours avoir cette adéquation-là. Et aligné Et- avec tes valeurs. Ouais, c'est ça. Et toi, monsieur? Moi, ce serait aimer et être utile pour les autres. Voilà, point. Putain, musique de Céline Dion, ça, non? Ouais. Petit amour. C'est un beau mot de la fin. Avez-vous pris du plaisir quand même? Beaucoup de plaisir. Grave, Bon, ouais. merci pour On a l'accueil. quand même dépassé un peu le timing. Il est 12h22 et Je t'avoue que après j'avais pas regardé. 50 gargouillements, je crois qu'il est temps d'aller manger. Un grand merde à tous ceux qui nous écoutent. L'argent ne doit pas être votre source de motivation première, car on peut faire des choses. Putain, je voulais vous poser la question. Vous pouvez nous balancer votre salaire ou pas? Ouais, 46K brut par an. Bon ben voilà, on dit non à Les salaires Total à chez 50. Latitude vont entre 32 et 60. Voilà. Ok, et vous recrutez? On recrute. Just Oui. saying, guys. Donc, je termine ma phrase, mais vous pouvez avoir de l'impact, ne pas avoir une ambition de faire 100K par an et être hyper heureux au quotidien et avoir du sens dans sa vie. Voilà, je pose ça là. Sinon, chez Dans la tête d'un CEO, on recrute bénévolement aussi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je le faisais en blague, mais n'hésitez vraiment pas. Nous aussi, on a besoin de bénévoles. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez besoin de bénévoles, toujours. Ouais, si ça intéresse des gens, sur notre site, il y a un onglet Devenir un bénévole qui permet de découvrir les différentes manières de s'engager, notamment se former à animer des ateliers de sensibilisation autour de chez soi, aider des assos avec ses compétences numériques ou coacher des étudiants dans leurs projets pour des assos. Trop cool. Et d'ailleurs, moi, je pose ça là, mais le jour où... moi, j'adore les étudiants et j'adore l'éducation.
Et petit à petit, je tends vers ça. Donc faites appel à moi avec grand plaisir de manière bénévole. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, Augustin m'a parlé rapidement en tout cas de l'attitude. Et on a fait ce call et quelques semaines plus tard, on fait le podcast. Je vous invite à faire la même chose. C'est des sujets, si vous avez écouté un petit peu le podcast, qui m'intéresse beaucoup. L'art de retransmettre et d'inspirer les prochaines générations. Donc n'hésitez pas. Bon allez, gros bisous à tous. Grosse merde pour tous ceux qui entreprennent et ceux qui hésitent. Comme l'a dit Manon, and so what, quoi. C'est quoi le pire? Bougez votre cul. Allez, on va arrêter sur ces belles grossièretés. C'est good? Merci. Ouais, Yacine. merci. Allez, à la Salut. semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.